Salut. Oui, bon, bah, vu que je suis bloqué en face de ça, bon, je vais vous faire une petite vidéo dessus, hein, parce que quitte à être bloqué, autant rentabiliser. Bon, aujourd'hui, on va parler de ça. Château de Martinville. Et beau, hein. C'est aimé, hein. Pas mal. C'est français. Bon, sur le château de Martinville, donc qui a été bâti à la Renaissance, un petit peu avant quand même les châteaux de la Loire, par exemple. C'est-à-dire que voilà, on est sur le début de la Renaissance. Il y a un truc où en fait tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a des tours aux quatre coins. Ça reprend l'architecture médiévale. En fait, c'est du pipeau, on est début Renaissance. Et donc, en fait, il a juste voulu faire style que ça reprend l'architecture médiévale, mais en fait, il est en brique pour la simple et bonne raison qu'en fait, en Normandie, on a beaucoup d'argile, donc c'est vachement facile de faire de la brique. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, l'argile, enfin la brique, c'est fait en argile. C'est au XVe siècle que Jacques Lepelletier, en fait, il achète un fief, le fief de Martinville, et il fait construire son château. Ouais, on dirait un peu Chambord, et ben en fait, il est plus vieux que Chambord. Ouais, Chambord, en fait, ça a été achevé en 1484, et en fait, il est plus vieux que Chambord. Bon, quand tu regardes, on dirait quand même vachement un château fort. Et ben en fait c'est du pipeau. C'est du pipeau, le château à cette époque-là, au XIVe siècle, on faisait plus du tout de château fort. Et en fait il a repris l'architecture du château fort parce que il trouvait ça joli. Mais en fait on est déjà sur autre chose que du château fort. On est sur du château style Renaissance. Et en fait le château il est plus vieux que Chambord. Voilà. Mais en fait, quand il achète le fief, il fait construire le château. Mais en fait, il dit qu'il fait construire le château, il dit qu'il faut assurer quand même des trucs de base. Parce qu'en fait, on parle de la bourgeoisie, mais on parle aussi Enfin voilà, c'est qu'il faut quand même assurer une continuité de service. Dans ce château, on a une particularité, c'est qu'on a un puits à cage. Ben en fait oui, parce que la plupart des puits en Normandie étaient très petits. Et donc du coup, ils ont mis une cage pour éviter que les gens tombent dedans en fait. C'est plutôt joli. Il y a pire comme puits quand même. Autre chose, au XVe siècle, quand tu achetais un fief, tu étais aussi responsable de créer le four à pain. Oui, en fait, ça c'est un four à pain. Et en fait, les gens venaient cuire leur pain pour la semaine, à peu près. Et donc, du coup, en fait, c'était un gros four qui comme les fours à pain, en fait, hors four moderne, était en brique pour pouvoir faire du feu dedans. On faisait du feu dedans. On faisait chauffer le four durant 2-3 jours. Puis ensuite, on y glissait le pain. Donc on virait tout, on enlevait toute la cendre, tout ça, le four se maintenait en température et avec ça, on avait une petite plaque où on refermait. Si vous suivez les vidéos du Grand Gaulois, il explique très bien le four à pain et en fait on laissait la chaleur et les gens venaient cuire leur pain. Ce qui prenait beaucoup de temps, d'où l'expression on peut pas être au four et au moulin. Voilà, sachant que le pain a toujours été une base de l'alimentation en Normandie. Mais par contre, on n'était pas sur du pain de farine blanche, on était sur du pain d'avoine, du pain de seigle, du pain avec des céréales qui sont un peu plus costauds, quoi, un truc qui tient au corps, parce que le pain, c'était quand même 50 voire 70% de ton alimentation au XVe siècle. Autre chose aussi qui t'était incombé en fait quand tu achetais un fief, parce que chauffer du pain c'est très bien pour tout le monde, très bien. Mais en fait, vu que tu as le feu, tu peux aussi avoir besoin d'une forge, parce que c'est vrai que beaucoup de choses étaient faites en métal, et donc du coup, tu avais forcément des forgerons qui bossaient. Là, ils ont reconstitué une forge, donc avec cet énorme soufflet, parce qu'au bout d'un moment, un feu standard, ça chauffe pas assez le métal, donc il faut l'attiser.
donc attiser les braises, etc., pour pouvoir avoir un feu capable de fondre le fer et pouvoir forger. Et donc du coup, là, ils ont représenté une forge un peu comme à l'époque. Où en fait, tu avais certainement le forgeron qui forgeait, voilà, là, dans la cheminée, et avec l'enclume qui est hors cadre, merde. Donc qui est là. Tu avais à la fois le principe de forge et le four à pain dans le château. Ce qui est plutôt pratique pour quelqu'un enfin, voilà, ce qui est plutôt pratique quand tu as ton four chez toi et ta forge chez toi pour pouvoir bricoler. Bon, même si c'est de l'aristocratie, et donc du coup, il avait certainement un mec attitré, voilà, pour pouvoir avoir ce qu'il désirait. Tout simple. Vu qu'on est sur de l'aristocratie, on a aussi des jardins qu'on appelle à la française. Bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les mêmes plantes, pour la simple et bonne raison que les jardins servaient à la fois de jardins d'apparat et aussi de jardins pour agriculture vivrière, c'est-à-dire que tu avais des domestiques qui étaient chargés de cultiver ton jardin tout en faisant que ça soit beau. Et pour pouvoir avoir un minimum, du genre des pommes, de la ciboulette, des trucs comme ça, enfin voilà, plein de petites plantes à se mettre sous la dent. Bon, après, on n'est pas sur de la grosse agriculture vivrière, c'était plutôt à but décoratif et un peu à vivrière, parce que au bout d'un moment, c'est sympa. Mais du coup, voilà. Et c'est ce qu'on appelle un jardin à la française. Tu les reconnais parce que toutes les... en fait, c'est organisé, hop, en carré. Et donc, du coup, hop, c'est organisé en carré avec chaque carré une spécificité, comme ce que tu peux trouver par exemple au Mont-Saint-Michel, les jardins du Mont-Saint-Michel. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Non, je n'ai pas fait, enfin si, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais elle n'est jamais parue parce que le résultat n'était pas ce que je voulais. Et donc du coup, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand tu achetais un château à l'époque, c'est que que tu devenais propriétaire d'un château, que tu faisais construire un château et que justement tu avais un fief. Tu devenais obligé de faire un certain nombre de choses. Par exemple, de mettre des greniers. Oui, parce qu'en fait, les greniers servaient à avoir le grain. Donc là, c'est à la fois un grenier à grains et l'ancêtre du hangar. Voilà, c'est nos hangars agricoles étaient comme ça. En toit de chaume, parce que en fait, le chaume, l'avantage, c'est que tu en avais partout. Et puis que c'était quand même plutôt pas trop mal pour la couverture. Et donc en terre, paille, en terre et en paille. Avec les charpentes apparentes, etc. Pour la simple et bonne raison que à cette époque-là, quand tu regardes les maisons d'Enrouan, les maisons d'Enrouan sont à pans de bois parce qu'en fait elles étaient construites sur les quais, donc ils vérifiaient toutes les mesures, ils étaient démontés et ensuite arrivés dans Rouen. Mais pourquoi on avait les charpentes apparentes? Parce que à l'époque, le terrain ne t'appartenait pas. En gros, le terrain était loué par le seigneur. Donc, et en fait, comme ça, s'il disait en fait je récupère mon terrain, tu reprenais ta maison, tu démontais tout et puis tu allais la reconstruire ailleurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de trucs à pans de bois en fait à Rouen. Dans le château, enfin dans les dépendances du château, on trouve aussi tout un musée des outils en fait de la campagne normande. Parce qu'il y a plein de trucs voilà, il y a plein d'outils où les gens s'en servaient jusqu'au 19e siècle, fin 19e, début 20e, voilà. Donc là, derrière, on a une batteuse. Avant que ce soit des moissonneuses-batteuses, la batteuse était une machine à part entière. La batteuse servait à retirer la paille, justement, et à en fait retirer les grains de la paille. Donc c'est-à-dire que tu mettais ta moisson en fait dedans, tu avais d'un côté les grains qui tombaient et de l'autre côté la paille avec tes épis. Voilà. Donc je t'ai montré la batteuse tout à l'heure.
Sauf que la batteuse, une fois que tu as ta paille et ton grain, c'est très bien. Voilà. Mais ton grain, il n'est pas prêt pour être mou. Prêt à moudre. Donc tu le passes dans une tarare, le truc qu'il y a là. Voilà, hop. Ça, c'est une tarare. C'est quelque chose qui permet de séparer l'enveloppe du grain jusqu'au grain. Et à côté, avec le petit numéro 4, qui est là si je me plante pas, ça, c'est un trieur de grains, en fait. C'est-à-dire que suivant la taille de tes grains, bah, tu vas pouvoir les trier. Voilà, Et là, tu as du grain de blé qui peut être amené au moulin et ensuite mis en farine et voilà. Pour pouvoir faire ton pain. Bref, t'as compris, c'est pour ça qu'il y a un four, quoi. Je vais pas t'expliquer la vie non plus. Donc la paille, on s'en servait comme litière pour les bêtes, c'est-à-dire que même maintenant, hein, dans beaucoup de fermes ou même dans beaucoup de centres équestres, la litière, c'est pas ce que mangent les animaux, mais la litière, là où vivent les animaux, en fait, c'est toujours de la paille. Parce que, en fait, c'est un produit de la... Enfin, voilà, c'est un produit du blé. Enfin, voilà, c'est un produit agricole et ça coûte pas cher et voilà. Derrière la vache, là, on a ce qu'on appelle une caverne du berger. C'est un chariot qu'il attelait, en fait, derrière un cheval quand il gardait les moutons. Et c'était l'équivalent de l'époque du camping-car. Oui, parce qu'en fait, le berger, il suivait ses troupeaux. Sauf que les troupeaux, ils bougent. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des fois, les nuits, elles sont fraîches. Donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'il se protège un peu des éléments pour pouvoir dormir. Donc, il avait son camping-car de l'époque, ou son véhicule aménagé, pour ceux qui n'ont pas de camping-car, qui s'appelle la caverne du berger. Bah ouais, en fait, on n'a rien inventé. On n'a absolument rien inventé. Oui, aussi, là, comme tu veux voir, donc t'as la vache, t'as aussi un petit truc pour bloquer les veaux. Et au fond, je sais pas si tu le vois, oui, tu le vois, normalement, tu as une couveuse de l'époque. Ah oui, et à l'époque, tu avais ce qu'on appelle des charrettes ou des jardinières. La différence, c'est que la charrette est plutôt pour aller en ville et la jardinière, c'est pour aller plutôt à la ferme. Enfin, en gros, la charrette était plus la voiture, alors que la jardinière était plus une grande brouette. Je fais très simple. Hein. Donc en Normandie, on avait ce qu'on appelle des pressoirs. Et donc dans les pressoirs, on y faisait le cidre. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, on ne buvait pas forcément beaucoup d'eau parce que on ne savait pas la garder propre, on ne savait pas la garder potable. Donc du coup, on préférait boire du cidre ou de la bière parce qu'en fait, avec la fermentation alcoolique, en fait, ça tuait les bactéries. Oui, bon, les bières n'étaient pas à 7-8 degrés comme maintenant. On était plutôt sur du 3 à 4 degrés d'alcool. Mais donc du coup, en fait, on buvait beaucoup de cidre et beaucoup d'alcool pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas garantir la salubrité de l'eau. Et donc, qui dit que nous avons un moulin ici, dit que nous avons un concasseur qui est juste ici, et d'autres pièces, voilà, on a aussi des pressoirs comme ça, on a d'autres types de concasseurs, de pressoirs et de choses comme ça. Derrière moi se trouve le pigeonnier. Oui, parce que t'imagines bien qu'au XIVe siècle, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les emails, il n'y avait pas... voilà, donc pour communiquer en fait avec quelqu'un qui était loin, on était en fait, on lui prenait un pigeon, étant donné que les pigeons retrouvent toujours le chemin de la maison. Et en fait, quand on avait un courrier à lui envoyer, on lui rendait son pigeon. Et donc du coup, le pigeon partait du pigeonnier jusqu'à chez la personne désignée. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, on a le pigeonnier, qui était clairement la maison des pigeons.
pour pouvoir communiquer. Alors, c'était le WhatsApp, enfin, c'était plutôt l'adresse mail en fait de l'époque. D'où l'expression se faire pigeonner, parce que se faire pigeonner, ça vient des pigeonniers. Parce qu'à l'époque, quand tu étais riche, mais pas tant que ça, tu faisais construire des plus grands pigeonniers, parce que comme ça, en fait, on savait que tu communiquais avec beaucoup de monde, que tu étais très influent. Et en fait, les pigeonniers, sur beaucoup de trucs, bah, les pigeonniers n'avaient pas assez de pigeons, et donc du coup, tu prétendais être plus populaire que ce que tu étais vraiment, d'où le fait de se faire pigeonner. Voilà, ça vient de... Voilà, c'est la fin de cette visite parfaitement aléatoire et totalement improvisée. Abonne-toi si tu veux que je visite d'autres châteaux en te donnant des anecdotes de merde comme ça. Bon, je suis sûr que t'as rien appris, hein, mais au moins t'as peut-être passé un bon moment. Voilà. Bon, allez, des bisous. Alors, est-ce que mon cadre est bon? Ouais. Bon, c'est pas très droit, mais on s'en fout. On voit le château. Ah, ça va se casser la gueule. Là, voilà, là on est bien. Bon, ça tombe pas. Yup.